Welcome back to the program, everyone. As you can see, Bienvenue à nouveau dans l'émission, tout le monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai avec moi le professeur Jeffrey Sachs. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous, professeur Sachs. Bienvenue dans l'émission et bonne année. Ravi d'être avec vous. Merci. De nouveaux détails ont émergé concernant l'opération au Venezuela, l'opération militaire au cours de laquelle le président vénézuélien Nicolás Maduro a été enlevé par l'armée américaine, ainsi que des frappes aériennes qui auraient fait plus de 80 morts, dont 32 Cubains appartenant à l'équipe de sécurité du président Maduro. J'aimerais connaître vos commentaires sur cette opération et sur ce qu'elle révèle de l'administration Trump et de la politique étrangère qu'elle mène. And the foreign policy that he is wielding. Well, this is a brazen. Eh bien, il s'agit d'une opération effrontée, illégale et dangereuse, et nous n'en sommes qu'au premier stade de la compréhension de ses implications. Ce type d'opération de changement de régime, qui fait partie de l'arsenal de l'État sécuritaire américain, s'est véritablement déchaîné sous Trump, en particulier ces derniers mois. Les États-Unis sont actuellement en guerre, ou menacent de l'être, un peu partout, et ce qui s'est produit est extrêmement dangereux. À mon sens, c'est en réalité une violation grotesque de la Constitution américaine. Mais je pense que de manière générale, nous vivons dans un État extra-constitutionnel. En d'autres termes, nous ne sommes plus une république constitutionnelle. Nous sommes entre les mains du complexe militaro-industriel. The military-industrial complex, and Trump has unleashed this. Et Trump a déclenché cela au Venezuela. Et il menace de faire la même chose un peu partout en ce moment. Bien sûr, au cours de l'année écoulée, les États-Unis ont également bombardé de nombreux pays, récemment le Nigeria, ainsi que le Yémen, la Syrie et l'Égypte. La liste s'élève à 7 pays que les États-Unis ont récemment bombardés. Et bien sûr, Trump et Netanyahou menacent d'une nouvelle guerre contre l'Iran. Ce que nous voyons est donc quelque chose de dangereux, d'inconstitutionnel et d'ouvertement illégal au regard du droit international, c'est-à-dire une violation grotesque de la Charte des Nations Unies. Et il est peu probable que ce soit le dernier épisode de ce genre dans un avenir proche, mais plutôt l'un parmi de nombreux autres possibles. Je pense que les États-Unis sont en train de s'affranchir de toute norme internationale ou de toute législation nationale. Et le président Trump a poursuivi ses menaces. Je veux vous faire entendre ce qu'il a déclaré à The Atlantic au sujet de la nouvelle présidente vénézuélienne, désormais investie, l'ancienne vice-présidente Delcy Rodríguez. Voici ce qu'il lui a dit lorsque Delcy Rodríguez a affirmé au peuple vénézuélien qu'elle ne se soumettrait pas, que le Venezuela ne se soumettrait pas à ces menaces persistantes. C'est exact. Je l'ai appelé ce matin, un peu après 9h30. Il venait d'arriver à son club de golf à West Palm Beach. Je lui ai demandé de réagir à ce que Delcy Rodríguez avait déclaré hier dans son allocution télévisée, qui n'était pas conforme à ce que le président avait dit lors de sa conférence de presse. Il m'a répondu, si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle va en payer un très lourd prix, probablement plus lourd que Maduro. C'est ce que Donald Trump a déclaré à l'actuelle présidente du Venezuela, Delcy Rodríguez, bien que Delcy Rodríguez affirme que Nicolás Maduro reste le président. Nous avons un voyou comme président des États-Unis qui menace la vie d'autres dirigeants mondiaux, les enlève, les menace du pire. Menacer d'autres dirigeants, comme le président Petro de Colombie, c'est du banditisme. Nous avons le droit international pour empêcher l'anéantissement de l'humanité, pour éviter la tragédie de l'anarchie internationale, en la remplaçant par le droit international. Trump déchire la Charte des Nations Unies, manifestement sans y prêter la moindre attention. À mon avis, c'est extrêmement dangereux. Professeur Sachs, quelles sont les implications possibles à moyen et à long terme de cette opération?
Parce que, comme vous le savez, pendant que nous parlons, Nicolás Maduro est à New York, où il va être inculpé. Il est poursuivi en vertu d'une loi prétendument nationale des États-Unis. Pourtant, il s'agissait d'une opération dans laquelle Trump affirme qu'il va contrôler et diriger le Venezuela, que son administration va désormais diriger le Venezuela. Et c'est pourquoi il y a encore une présence militaire massive autour du pays. Quelles sont les implications possibles? Vous avez dit que c'était dangereux. Quelles pourraient être les conséquences à l'avenir? Eh bien, je pense qu'il existe des dangers spécifiques au Venezuela, et puis des dangers plus généraux liés à l'anarchie internationale totale provoquée par les États-Unis et par contagion par d'autres pays également. En ce qui concerne le Venezuela, nous en sommes au premier jour d'une opération de changement de régime présumée. J'estime qu'il y a eu environ 100 de tentatives de changement de régime par les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la plupart d'entre elles ont conduit à des désastres prolongés d'une nature ou d'une autre. Nous avons connu des opérations de changement de régime. Les gens se souviendront de l'Irak, ou du moins en ont entendu parler. La Maison-Blanche se félicitait du grand succès et du grand triomphe, et nous avons vu des images dans la rue de gens agitant les bras, et ainsi de suite. Et nous savons que cela a plongé l'Irak dans le chaos. Des années de chaos, de violence, de crise économique et de crise sociale qui ne sont en aucun cas terminées. Cette histoire s'est répétée des dizaines de fois. En Libye, les États-Unis ont renversé Mouammar Kadhafi à l'automne 2011. La Libye est aujourd'hui en guerre civile, environ 14 ou 15 ans plus tard, pour être précis. Nous en sommes donc au premier jour de cette aventure américaine. Une aventure illégale et effrontée. Le gouvernement du Venezuela n'a pas changé. Il y a eu un enlèvement du président, mais le gouvernement du Venezuela reste intact. Trump affirme que les États-Unis dirigent le Venezuela. Cela reste à voir. Trump est plein de fanfaronnades, de bravades et de sentiments mégalomaniaques, mais ces derniers ne se traduisent pas dans la réalité aussi simplement que le président le prétend. Oui, professeur Sachs, je ne sais pas si vous l'avez entendu à bord d'Air Force One. Il a dit qu'avant et après l'opération, il avait consulté non pas le Congrès, mais les compagnies pétrolières. Oui, avant et après, et ils veulent y aller, et ils vont faire un excellent travail pour le peuple du Venezuela, et ils vont bien nous représenter. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, car beaucoup disent que l'administration de Donald Trump, surtout cette fois-ci, retire vraiment le masque de l'Empire américain. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de masque si l'on prend le temps de regarder. Fait intéressant. Parmi les nombreuses dizaines d'opérations de changement de régime documentées et menées par les États-Unis, le gouvernement américain en nie généralement la plupart. Ainsi, le gouvernement des États-Unis ment pour vivre, et notre tâche est de comprendre au-delà de ces mensonges. Ce n'est pas si difficile, car ce que font les États-Unis est plutôt effronté. Le gouvernement américain, en tout cas. Et dans le cas du Venezuela, les États-Unis s'emploient à un changement de régime depuis au moins 23 ans. En 2002, il y a eu une tentative de coup d'État dont la CIA avait connaissance à l'avance et qu'elle avait approuvée. Les États-Unis voulaient qu'elle ait lieu. Hugo Chavez a réussi à conserver le pouvoir malgré le coup d'État. Mais les États-Unis étaient déjà engagés dans un changement de régime au Venezuela en 2002. À la fin des années 2000, à partir de 2007 environ, le gouvernement vénézuélien a pris un contrôle croissant sur ses vastes réserves de pétrole. Et cela, bien sûr, a provoqué une rupture avec ExxonMobil, un acteur très puissant de la politique américaine et l'un de ses principaux bailleurs de fonds. À partir de ce moment-là,
La guerre du gouvernement américain contre le Venezuela s'est intensifiée. Je suppose que les États-Unis ont tenté à plusieurs reprises de renverser le régime par une sorte d'opération de révolution de couleur en 2014, très contestée. Mais on peut observer comment les choses fonctionnent. Et ensuite, à partir de 2017, pendant le premier mandat de Trump, il y a eu des tentatives absolument directes et effrontées de briser l'économie vénézuélienne. En fait, les sanctions américaines entre 2016 et 2020 ont provoqué une chute d'environ 75% de la production pétrolière au Venezuela, en raison des sanctions imposées à l'entreprise d'État. Le PIB par habitant a diminué d'environ 60%. Ce fut un effondrement catastrophique. Les sanctions américaines ont joué un rôle énorme dans cette situation. Elles n'ont pas renversé le régime, mais c'était bien l'objectif. Ainsi, Trump visait à la fois le pétrole et le changement de régime dès les débuts de son premier mandat. À l'automne 2017, fait intéressant, lors d'un dîner que Trump a organisé avec plusieurs dirigeants latino-américains en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, il a parlé ouvertement de son idée d'une invasion du Venezuela par les États-Unis. Et d'autres dirigeants d'Amérique latine présents à ce dîner lui ont dit « Ce n'est pas une bonne idée, Monsieur le Président ». Mais il pensait déjà à cette invasion dès 2017. C'est donc un effort de longue haleine. Je pense qu'il est important, lorsque l'on essaye de comprendre la politique étrangère des États-Unis, de voir qu'il s'agit souvent de projets qui s'étendent sur une période d'environ 20 ans. Le projet visant à renverser le gouvernement du Venezuela est un projet de 2 décennies. Il a pris une force particulière lorsque les États-Unis ont reconnu vers 2007, en réalité par l'intermédiaire de l'Institut géologique américain, que les réserves de pétrole du Venezuela sont les plus importantes au monde, supérieures même à celles de l'Arabie saoudite. C'est donc un effort de longue haleine. Si nous parlions d'autres sujets, l'Ukraine, la Syrie ou la Palestine et Israël, ce sont tous des efforts de l'État profond qui s'inscrivent dans la durée. Ce qui distingue Trump, c'est qu'il libère les pulsions les plus violentes de l'appareil sécuritaire américain. Il n'a pas le pied sur le frein, seulement sur l'accélérateur. Il nous dit ce qu'il fait, de manière assez effrontée, et c'est anticonstitutionnel et contraire au droit international. Mais quand on le lui fait remarquer, il répondrait « La Constitution, de quoi vous plaignez-vous? Le droit international, ça n'existe pas. Nous, c'est l'Amérique d'abord. » C'est donc très grossier, très dangereux. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à venir. Je suis désolé de le dire. Que veut l'administration Trump, les États-Unis dans leur ensemble en tant qu'empire, de la part du Venezuela, de l'Amérique latine? Certains y voient un changement majeur dans la politique étrangère américaine. Pour ma part, j'y vois plutôt une réorientation. Mais de quoi s'agit-il exactement? Est-ce simplement pour le pétrole? Je veux dire, Trump ne cache pas vraiment ce fait. Mais y a-t-il quelque chose de plus derrière la raison pour laquelle l'administration Trump, les États-Unis aujourd'hui, mène cette politique d'agression aussi intense? Eh bien, je pense que cela libère une forme d'agressivité, des impulsions de l'État profond. Les États-Unis conservent bien sûr des aspirations hégémoniques. Ils comprennent mieux aujourd'hui qu'ils font face à d'autres véritables superpuissances, la Chine, la Russie. Je pense d'ailleurs que l'Inde en est une aussi. Les États-Unis n'ont pas vraiment pris la mesure de cette réalité, mais cela a accru leur anxiété. Et donc Trump, oui, arrache le masque ou enlève les gants et utilise actuellement la puissance américaine pour intimider, fanfaronner et attaquer au moins les États plus petits et plus vulnérables. Cela fait partie de l'approche fondamentale de l'État profond en matière d'hégémonie américaine, simplement plus grossière que ce que nous avons vu sous d'autres administrations.
Mais franchement, nous n'avons pas eu de président orienté vers la paix depuis très longtemps. Trump le dit ouvertement. Les autres le font plus discrètement. Mais c'est laid depuis déjà pas mal de temps. La situation devient de plus en plus laide. Il y a beaucoup d'anxiété aux États-Unis à l'idée de conserver sa supposée position de numéro 1, quoi que cela veuille vraiment dire. Mais Trump vise, comme il l'a dit, la domination complète des Amériques. Il ne cache même pas ce fait. Il ne considère pas ses voisins comme souverains. Il ne voit pas le Canada comme souverain. Il ne voit pas le Mexique comme souverain. Il ne voit pas le Groenland comme faisant partie du Danemark. Il ne voit pas le Venezuela comme souverain. Il ne voit pas le Panama comme souverain. Il ne voit pas les Amériques autrement que comme une extension du pouvoir américain. Et cela ne se limite pas aux Amériques. Il perçoit le Moyen-Orient de la même manière. Et je pense que l'aspiration ultime de l'État profond américain est, d'une manière ou d'une autre, bien que ce soit impossible, de verser si une ambition ou une enigmaziund. Je voulais vous montrer, professeur Sachs, quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, à savoir le rôle des médias, le rôle des grands médias, dans l'alimentation de cette guerre contre le Venezuela. Semaphore, qui est lié à la communauté du renseignement, est l'un des porte-voix de l'État profond. Ils ont publié ceci. Semaphore a indiqué que le New York Times et le Washington Post avaient appris l'existence d'un raid secret des États-Unis au Venezuela, peu avant qu'il ne soit prévu de commencer vendredi soir, mais qu'ils avaient choisi de ne pas publier ce qu'ils savaient, afin d'éviter de mettre en danger les troupes américaines, selon des personnes familières des échanges entre l'administration et les organes de presse. Quelle est votre évaluation de cela en ce qui concerne le rôle des médias dans l'État profond? On dirait qu'ils savaient ce qui se passait et qu'ils ont décidé de ne pas publier. Je ne m'acharnerai pas trop sur ce point, car les médias ne publient généralement pas de détails opérationnels en plein milieu d'une opération, qu'elle soit légale ou illégale. Mais ce que je dirais à propos du New York Times, c'est qu'il n'a pas pris position sur cette guerre à venir, autant que je sache, avant l'attaque. J'ai été, disons, agréablement surpris qu'il ait publié un éditorial après coup affirmant que l'attaque était illégale. Mais avant cela, je crois qu'il n'a publié que 2 tribunes, l'une pour, l'autre contre, et rien du comité éditorial. Aucune mise en garde ni explication au public sur ce qui allait être une attaque effrontée, anticonstitutionnelle, dangereuse et illégale. Quoi qu'il en soit, les médias traditionnels, c'est pathétique. Rien d'étonnant, presque illisible. Le Washington Post est un porte-voix de la CIA. Le New York Times est presque inutile pour vraiment comprendre quoi que ce soit. Mais encore une fois, rien de surprenant. Ce n'est pas nouveau. Oui, je pense que dans le Washington Post, il y avait 2 tribunes. L'une dans le New York Times, qui s'opposait à ce qui s'était passé au Venezuela, et l'autre dans le Washington Post, qui disait quelque chose comme « Nous devrions être heureux que Maduro soit parti. Bien sûr, c'est une excellente chose pour le Venezuela, pour les peuples du monde, et en plus, Maduro est dans une bien meilleure situation. Il va être dans une prison humaine, je crois qu'ils ont dit. » Voilà donc le type de couverture que nous recevons. Mais, professeur Sachs, dans les quelques minutes qu'il me reste avec vous, je voulais vous interroger sur la situation mondiale plus large concernant le Venezuela, car le Venezuela est sous pression de la part des États-Unis. Trump menace d'une possible seconde frappe si les choses ne tournent pas en sa faveur. Il y a aussi des manifestations en Iran que Donald Trump a qualifiées de « prêtes à tirer » si l'Iran allait trop loin dans leur répression supposée. Israël réclame la guerre contre l'Iran avec l'aide des États-Unis. Et bien sûr, le conflit en Ukraine continue de faire rage. L'administration Trump ne semble pas très intéressée par un accord que la Russie accepterait réellement.
Comment comprendre ce tableau mondial maintenant que les États-Unis ont encore élargi leur champ d'action jusqu'en Amérique latine, le Venezuela et peut-être maintenant la Colombie, Cuba, le Mexique? La liste semble interminable. Mexico, the list goes on and on. Yes, I think we will have expanding. Oui, je pense que nous nous dirigeons vers une guerre qui s'étend. Je ne crois pas que l'histoire du Venezuela soit terminée, et le Venezuela lui-même pourrait devenir très complexe, très tendu et conflictuel dans les jours à venir. C'est un premier point immédiat. Mais lorsque Trump menace de faire la guerre dans une demi-douzaine de pays, et surtout lorsqu'il rencontre un criminel de guerre, Netanyahou, et déclare que les États-Unis comprennent et soutiennent la position de Netanyahou vis-à-vis de l'Iran, je pense, malheureusement, qu'on peut avoir un fort pressentiment, une forte probabilité qu'il y aura bientôt une guerre avec l'Iran. Et si cela se produit, ce sera infiniment plus dangereux que ce qui se passe actuellement sur le continent américain, car c'est la zone la plus explosive du monde. Et c'est une zone où les grandes puissances peuvent facilement s'affronter et où l'escalade, voire la guerre nucléaire, devient possible. Donc, sans faire de prévision, je dirais que la véhémence des propos de Trump ces derniers jours n'a rien de subtil et qu'elle reflète probablement une préparation continue de la CIA et de l'armée à une guerre supplémentaire. Trump nous a dit que la guerre avec le Venezuela arrivait. Nous l'avons vu. Il était assez clair que quelque chose allait se produire. Quelque chose s'est produit. Il est assez évident, je pense, que ce n'est pas la fin de l'histoire là-bas. Et Trump nous dit en substance qu'il y a encore plus à venir. Quelles seront alors les conséquences pour l'administration Trump, pour les États-Unis? Quelles conséquences tout cela entraînera-t-il? Eh bien, je pense que cela rend le monde infiniment plus dangereux. L'absence de respect des lois, la tentative de détruire les Nations Unies et le droit international en tant que force fonctionnelle, partie intégrante de la société mondiale et de la géopolitique mondiale sont extrêmement dangereuses. Et nous ne voyons pas vraiment de cessation à cela. La rhétorique de Trump est, je pense, la plus grossière que nous ayons jamais entendue de la part d'un président américain. Je ne peux pas garantir chaque mot prononcé par James Polk. C'était un expansionniste et nous avons eu d'autres impérialistes. Mais la vulgarité de Trump à cet égard est absolument éhontée. Son impulsivité est extrêmement élevée. Le problème, ce n'est pas l'impulsivité de Trump. Pour moi, le problème, c'est que l'appareil militaire des États-Unis a toujours été prêt pour la guerre. C'est le rôle d'un président de garder le pied sur le frein. Il n'y a actuellement aucun pied sur le frein. Et cela, à mon sens, est extrêmement inquiétant. And that, to my mind, is extremely worrisome.